Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live tech avec Hugo. On va lui laisser l'antenne dans 2 minutes. Juste avant, je nous présente rapidement. Je suis recruteur tech depuis 5 ans. On a Oni qui nous accompagne aussi pour la logistique. Le temps que tout le monde arrive, en fait, et se connecte, on va faire comme d'habitude. On va partager quelques ressources. Aujourd'hui, donc, on a l'écran qui est partagé. Aujourd'hui, on s'oriente vers l'IA. Je présente rapidement l'équipe de PPC. Donc, on est une tech marketplace. On a plus de 10 000 membres. L'idée, c'est qu'on vous accompagne en fait pour des jobs. Quand vous êtes en recherche, donc n'hésitez pas à regarder, que ce soit en tech, en product, c'est assez varié, en data aussi. Les ressources qui font plaisir, comme on disait aujourd'hui, c'est sur l'IA. Donc en fait, on voit que ça prend de plus en plus d'importance en fait au sein des entreprises. Et donc forcément, c'est de plus en plus demandé côté compétences en fait chez les devs. Donc n'hésitez pas à aller regarder, voir un petit peu quelles compétences vous pouvez développer ou améliorer en IA. On a aussi les salaires de la tech. Ça plaît toujours comme ressource. En gros, on a demandé à plus de 2000 personnes de partager leur salaire. Et du coup, ça donne une idée en fait assez précise de comment se situer en termes de rémunération. N'hésitez pas à prendre le QR code aussi. Hop. Et puis, à vous enregistrer sur TPC. La plateforme, c'est gratuit, évidemment. Pas besoin de CV. On vous accompagne, comme je disais, dans votre recherche de job. Vous pouvez faire un coaching avec nous. N'hésitez pas à vous enregistrer ou à me contacter aussi en privé afin qu'on échange avec grand plaisir. Aujourd'hui, on a le live du coup pour savoir comment développer en fait et maintenir une appli Legacy. Et on rejoint justement Hugo, qu'on est ravi d'avoir. Hugo, il y en a beaucoup qui doivent le connaître. Très actif dans la communauté tech et notamment PHP. Tu as participé à pas mal de conférences sur PHP, sur Symfony aussi. Tu as pu écrire des livres, notamment avec Fabien Potencier, qui est le créateur de Symfony. Donc des livres aussi qui sont hyper intéressants pour les devs, n'hésitez pas à les regarder. Et aujourd'hui, tu viens, on est vraiment ravis de t'avoir pour nous parler de ce sujet. Ouais. Je te laisse le micro. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience en commentaire pour le public. On peut vous passer le micro dans une trentaine de minutes. L'idée, c'est de partager un petit peu ensemble des retours d'expérience, des conseils et des questions. Super, merci Lisa. Bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. Je n'aurai pas accès à la webcam pendant le partage, donc j'espère que tout est bon. C'est partagé. Hop, vous avez accès à... C'est bon, ça marche en Keynote en plein format. C'est bon, on voit. Ok, bon, allez, c'est parti. Bien, donc bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour ce webinaire sur lequel je vais parler de comment en fait moderniser vos applications PHP. L'idée, c'est de vous donner un petit peu des outils, des pistes, des astuces, comment refactoriser du code, ce genre de choses. La présentation est assez dense, vous verrez. Je l'ai déjà publié, j'ai publié les slides sur mon speaker deck. On vous partagera le lien à la fin de la présentation. Alors, c'est parti. Donc, je suis Hugo Hamon, rapidement. Je suis consultant PHP Symfony en freelance depuis 2020. J'accompagne des entreprises de toute taille, de la petite entreprise à la grosse PME multinationale, sur de l'expertise Symfony, puisque c'est effectivement le domaine sur lequel je suis certifié et sur lequel je travaille depuis des dizaines d'années déjà. J'étais 9 ans chez Sensiolabs, les créateurs de Symfony. J'ai commencé avec la version 1.0 dans les années 2006-2007, jusqu'à aujourd'hui la version 7. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette expertise très poussée sur le framework. Donc, l'objectif, c'est de parler de vos applications legacy, quand vous avez du code PHP qui est là, qui est disponible, qui a été implémenté par vous, pas forcément par vous, mais qui est essentiel pour le business de l'entreprise en question.
la question qui se pose, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait de cette base de code qui commence peut-être à être vieillissante? Est-ce qu'il faut la réécrire ou est-ce qu'il faut l'entretenir et quelle stratégie adopter? Qu'est-ce qu'on appelle du code legacy? Bah, il y a plein de définitions, hein. Enfin, il y a pas une définition claire et précise, mais on peut dire par exemple que c'est du code dont vous n'êtes pas à l'origine, puisque effectivement vous venez par exemple d'intégrer une entreprise qui développe son produit et son produit existe depuis 5-6 ans et voilà, c'est une application en PHP sur laquelle vous allez devoir intervenir et maintenir cette application. Ou alors ça peut être effectivement, bah, du code que vous venez tout juste d'écrire, puisqu'à partir du moment où le code il est dans l'application et qu'il est écrit, il devient naturellement du code legacy qui devra être entretenu pour le futur. Bien sûr, on entend aussi parler de code non testé, enfin, on fait souvent référence au code legacy pour le code non testé. Une application assez typique, vous avez, qui existe depuis pas mal d'années et où les pratiques de test automatisés ne sont pas on va dire dans les pratiques à l'origine de l'équipe. Et donc, vous retrouvez qu'une application qui fonctionne effectivement comme ça en production, mais qui n'a pas de test automatisé et donc pour laquelle il va être délicat d'appliquer des changements sans risquer de tout casser. Également, une application legacy, c'est une application bah, qui va reposer sur des technologies qui sont plus forcément supportées. J'entends par là bah, typiquement PHP 5, par exemple, vous êtes sur une version de PHP 5.3 ou 5.4 qui aujourd'hui n'est plus supportée. Et donc, il va certainement falloir devoir aussi migrer vers une version plus haute pour bénéficier du support de correction de bugs, de correction de failles de sécurité, etc. Et donc là, ça implique également des changements un peu plus structurels au niveau de l'infra. Et puis, bah, bien sûr, une application en prod, hein, qui existe déjà en prod, qui tourne, mais qu'on a peur de changer parce qu'on sait que bah, l'application, moins on y touche, on va dire, mieux on se porte. Et ça, c'est ce qu'ont connu beaucoup de développeurs, surtout à l'époque où on n'avait pas un écosystème PHP aussi structuré et professionnel qu'on a aujourd'hui. Alors, quelles sont les raisons pour opérer un changement? Il y en a plusieurs, hein. On vous demande, par exemple, d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à l'application. Voilà, le business a un nouveau besoin et puis, bah, il faut modifier cette application pour lui apporter cette nouvelle fonctionnalité. Ou alors, on a connaissance d'un bug qui est persistant dans l'application, qui impacte le business de façon importante. On sait par exemple, que ce bug, il fait perdre des utilisateurs ou il fait perdre carrément de l'argent à l'entreprise. Donc, il va falloir le corriger. On veut également peut-être modifier le design général, le simplifier, par exemple faire du refactoring, ce genre de choses. Optimiser les performances, c'est aussi un des besoins qui peut se révéler, hein. Vous avez des grosses requêtes SQL et puis bah, l'idée c'est d'en optimiser certaines pour essayer de rendre le site un peu plus performant, un peu plus efficace pour les utilisateurs de l'application. Mais surtout, ce qui est important, ça va être surtout de pérenniser le projet, de le garder le plus longtemps possible en l'état dans le futur et de l'améliorer de façon continue pour que le business, lui, puisse continuer de tourner, puisqu'on n'a pas forcément l'envie, enfin du moins, nous les techs, on aimerait bien pouvoir toujours se baser sur des technos ultra modernes à la pointe, mais pour une entreprise, ce qui compte, c'est de faire tourner le business et par conséquent, on ne va pas s'amuser à redévelopper, à réinvestir des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros chaque année pour refaire complètement une application parce que simplement, il y a une dette technique qui s'est accrue au fil du temps. D'un point de vue tech, bah, l'objectif pour vous et pour votre équipe, c'est de laisser un code qui va être dans un meilleur état que dans celui dans lequel vous l'avez trouvé. Mais ça va surtout l'objectif, c'est de faciliter les futurs changements à venir dans le code, de sorte que bah, lorsque vous déployez, vous n'avez pas du code qui casse à chaque déploiement, ou que vous allez vouloir réduire le risque d'introduction de nouveaux bugs. Là encore, en vous équipant d'outils qui vont chercher à automatiser en fait cette détection à l'avance de bugs ou de risques potentiels. Au final, l'objectif majeur, ça va être bah, pour la tech de se concentrer sur ce qui apporte de la valeur pour la tech d'une manière générale, mais aussi donc pour le business en définitive. Voilà, les changements qu'on peut opérer, ils sont nombreux, hein, on l'a vu rapidement, mais corriger un bug, changer de la syntaxe, refactoriser du code, monter en version du code,
remplacer une brique logicielle qui est devenue obsolète et qui n'est plus supportée par une qui est plus moderne et qui est toujours supportée. Ajouter des tests unitaires ou des tests fonctionnels. Également modifier de l'infrastructure, par exemple monter en version PHP, monter en version Redis, monter en version Postgres ou MySQL. Ces changements-là peuvent avoir aussi des impacts sur votre modernisation. Au niveau de la vigilance à avoir, c'est que quand on touche du code, on ne touche pas nécessairement que le code, mais ça peut avoir des impacts également au-delà du code même. Typiquement, les impacts sur le modèle de données. Donc, vous allez, par exemple, changer des infos changer la structure de la base de données. Donc ça, il faut le prévoir notamment sur les déploiements, faire en sorte que quand vous allez changer votre base de données, notamment en production, que vous puissiez le faire de manière la plus sereine possible et idéalement sans devoir interrompre le service. Donc trouver des stratégies pour, par exemple, ajouter un champ qui va servir temporairement pour stocker une valeur, puis copier des données à droite, à gauche, et puis plus tard, à nouveau, supprimer, par exemple, l'ancien modèle de données, puisque le nouveau modèle va prendre le relais. C'est le genre de stratégie qu'on peut appliquer. Également des impacts sur des services tiers qui sont utilisés par votre application. Par exemple, un cas assez récurrent que j'ai sur des projets assez récents, c'est quand on utilise des tâches asynchrones avec un système de message broker. Vous envoyez un message sérialisé dans un bus de messages. Et puis, à un moment donné, ce message, vous faites un refactoring et vous décidez de changer son format. Quand vous déployez à nouveau en prod, eh bien, s'il y a encore des messages dans la pile de traitement qui sont encore sur l'ancien format, quand ils vont être désérialisés par votre nouveau code, lui, va pas savoir désérialiser l'ancien format puisque vous avez complètement changé. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des erreurs qui vont se générer au niveau des outils tiers qui consommaient ces messages initiaux. Donc, il faut être capable de prendre en compte le fait de pouvoir vivre sur deux modèles, l'ancien modèle, le nouveau modèle en parallèle, jusqu'à ce que l'ancien modèle ne soit plus véritablement utilisé par vos services tiers et que vous puissiez complètement basculer sur le nouveau modèle. Donc tout ça, ça va aussi avoir des impacts sur le business. Si vous cassez votre application en prod, vous allez empêcher les utilisateurs d'utiliser votre application et généralement aussi générer de la perte d'argent aussi sur votre business. C'est le cas, j'avais à l'époque, quand j'étais encore salarié, je travaillais sur un projet, un système de réservation en ligne et tout le système reposait sur le web. Et donc, quand il y avait un déploiement qui était fait et que ça cassait l'application, plus personne ne pouvait prendre des réservations sur le site. Donc, par conséquent, plus de chiffre d'affaires qui rentrait pendant l'interruption de service pour le business, ce qui était assez pénible. Donc, ce qui est un peu difficile à définir, c'est des arbitrages à prendre en compte entre le business qui veut avoir des nouvelles fonctionnalités et toujours délivrer de nouvelles choses, et puis d'un autre côté, la tech qui, elle, des fois, se voit contrainte par la stack qui devient legacy, qui est difficile à entretenir, qui est génératrice de bugs et de problèmes. Et donc, comment trouver la bonne approche pour concilier les deux? L'idée, c'est de discuter, en tout cas, moi, sur les projets que j'ai eus, ça va être d'essayer d'éduquer les gens du métier qui, eux, sont pas du tout tech et qui comprennent pas que du code, ça peut bugger, que quand on l'écrit, c'est jamais parfait et puis que c'est de la dette qu'on doit entretenir avec le temps. Donc, il faut arriver à concilier les deux, définir une roadmap et leur dire, voilà, là, il y a des choses qui sont vraiment importantes qu'on va devoir retravailler avant de pouvoir intégrer vos nouvelles fonctionnalités parce que c'est le cœur du métier, par exemple, et qu'on sait que si on veut intégrer telle ou telle nouvelle fonctionnalité, il faut qu'on ait d'abord une stack un peu plus souple, un peu plus mieux structurée à la base, et que ça va passer par un effort de remise à niveau. Donc ça va être toujours la grande question, comment arbitrer entre du business et de la tech. Et donc ça passe généralement par la discussion, par de la communication et une définition d'une roadmap. Voilà, donc ce que je disais, définir votre roadmap avec des équipes métiers, planifier également des fois un plan d'action quand vous savez que vous allez faire une modernisation qui va faire des gros changements qui vont être très impactants. Ça peut être intéressant de le planifier longtemps à l'avance, surtout si vous savez que votre nouvelle version moderne que vous allez déployer
potentiellement va devoir nécessiter une interruption de service pendant un certain nombre d'heures. Et ben, cette interruption de service, il faut la prévoir très longtemps à l'avance avec les équipes pour communiquer avec elles, trouver un plan toute une stratégie à mettre en place, pour leur dire, voilà, le site sera interrompu pendant 3 heures parce qu'on va migrer toute la base de données, par exemple. Donc ça va impacter tel ou tel service. Et donc il faudra prévoir des horaires où, par exemple, le site sera peut-être moins sollicité pour le faire. Si je reprends l'exemple de ce système de ce site de réservation, on faisait ce genre d'opération, des fois la nuit, vers 23h, minuit, 1h du matin, parce que c'était vraiment les heures où on avait le moins de trafic qui arrivait sur le site, où c'est là où c'est le moins pénalisant pour le faire. Et donc on prévenait plusieurs semaines à l'avance les équipes métiers qu'il y allait avoir cette opération qui allait être mise en production. L'idée, ça va aussi de principalement s'outiller, c'est ce que je vais vous montrer dans la suite. Un des outils, pour commencer, que vous pouvez mettre en place, c'est Sentry, si vous ne l'avez pas déjà. Ça vous permet de collecter les erreurs côté front et côté back-end. Quand vous avez des exceptions, par exemple, qui remontent, qu'elles soient collectées, que vous soyez alerté avec Sentry. Avec Sentry, vous pouvez également voir passer des fois du trafic qui vous semble, qui peut être un peu suspicieux. On voit passer pas mal de requêtes, des fois, qui sont où des utilisateurs tentent de faire des injections de code ou ce genre de choses. C'est aussi intéressant d'utiliser ce genre d'outil pour surveiller ce qui rentre sur l'application. Alors, pour pouvoir moderniser du code, l'idée, c'est de mettre aussi en place des tests. C'est quand même un des outils les plus appropriés quand on fait cette démarche. Ici, on a des citations de Michael Feathers, qui est un des auteurs qui a écrit pas mal de bouquins sur le sujet du refactoring de code et des tests. En gros, il considère que du code qui n'est pas testé, c'est du mauvais code. Surtout parce que quand on modifie du code qui n'est pas testé, on risque de changer son comportement et donc ne pas voir qu'on a changé ce comportement avant d'aller mettre ce code entre les mains des utilisateurs finaux. Donc c'est important d'avoir des tests qui permettent de valider que le code fait ce qu'il a à faire et surtout que entre 2 changements, que ce code fonctionne toujours de la même manière. On va avoir, dans un premier temps, les tests unitaires. Donc l'idée, c'est de tester unitairement des petites unités individuelles de code, donc une classe à la fois ou une méthode à la fois, ou alors un groupe de classes ensemble, mais entièrement de façon déconnectée des systèmes externes comme les bases de données ou Redis, des caches, ce genre de choses. L'idée d'une bonne suite de tests unitaires, c'est surtout d'avoir des tests qui soient très rapides à s'exécuter, de sorte à ce que vous puissiez les lancer plusieurs fois par jour et avoir du feedback tout de suite, savoir tout de suite si vous cassez des choses. Également, des tests unitaires, des bons tests unitaires, ils n'ont pas d'importance dans l'ordre d'exécution. Si vous avez une suite qui contient 10 tests, par exemple, vous devriez être en mesure de lancer chaque test séparément dans l'ordre que vous le souhaitez, sans que ça impacte l'exécution des tests suivants. Donc, on n'a pas de corrélation avec, par exemple, la base de données ou avec le système de fichiers. Quand un test s'exécute et qu'il fait des changements, par exemple, sur le système de fichiers, il faut penser à remettre à zéro l'environnement pour le test suivant, de sorte à ce que les conditions d'exécution soient toujours les mêmes et déterministes. Également, les tests ils doivent être répétables à l'infini dans les mêmes conditions, c'est l'objectif. Les problèmes qu'on rencontre, par exemple, c'est quand on a des tests qui se basent sur des dates d'expiration. Par exemple, vous avez du code avec lesquels vous devez manipuler des dates, et puis vous écrivez votre code d'une manière à ce que y a une date qui arrive à une échéance, et puis votre test, tant que la date n'est pas arrivée à échéance, votre test, il passe, et puis subitement, d'un jour à l'autre, votre test, il échoue, parce qu'en fait, dans le code, vous avez codé en dur une date, et quand cette date, elle est atteinte, le jour où elle est atteinte, votre test, il passe plus. Ça, c'est des choses qu'il faut arriver à éviter, et donc on a des outils pour également coder de façon à être indépendant également de ce genre de contexte. Un test, il est également binaire, il vous dit juste si ça a réussi ou si c'est en échec. Après, pourquoi, c'est à vous d'aller déterminer le problème. Et puis un test, il doit également être complet. Ici, thorough, c'est la complétude. L'idée, c'est de couvrir non seulement ce qu'on appelle le happy path, le chemin d'exécution standard, mais également tous les cas un peu à la marge, les levées d'exception, des paramètres d'entrée qui sont inadéquats, qui ne sont pas dans les bons formats, les bonnes valeurs, etc. De sorte à couvrir le maximum
de contexte et mieux blinder, on va dire, le code. Voilà, par exemple, ici, j'ai un exemple, un prêt pour une classe qui représente un prêt, alors un prêt immobilier ou un crédit, peu importe, et on veut connaître la valeur de la mensualité. On a ici la somme qu'on emprunte et la durée. On aimerait savoir combien va nous coûter cette mensualité en fonction d'un taux d'intérêt. Ici, c'est ce que fait la méthode. Si je veux tester cette méthode, eh bien, je peux écrire un test unitaire ici, où je crée mon objet. Donc, j'ai que mon objet ici de prêt, je l'initialise avec toutes ces valeurs, et à la fin, je vais déclencher des assertions qui vont vérifier que mon objet se comporte comme il entend. Ici, par exemple, je dis que je m'attends à avoir une mensualité de 172,08 € ou dollars pour les 10 000 € empruntés sur 60 mensualités avec un taux de 3,25. Là, quand je lance le test, eh bien, ce que je me rends compte, c'est que finalement, la valeur que j'obtiens, ce n'est pas 172,08, mais c'est 172,0833333331. Donc, visiblement, ici, on voit que mon test, il est pas, enfin, mon code n'est pas tout à fait correct, puisque ici, il ne renvoie pas une valeur à 2 décimales après la virgule, mais il renvoie une valeur non arrondie. Eh bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir fixer le code, ajouter un arrondi à mon résultat et relancer mon test. Et cette fois-ci, je vois que mon test, cette fois-ci, il passe puisqu'on obtient bien 172,08 et pas 172,08333333 comme valeur. Donc ça, c'est des outils de test en PHP, vous en avez plein. Le plus connu, celui que j'utilise ici, c'est PHP Unit, mais vous en avez d'autres comme Pest, notamment, et d'autres dont j'ai oublié le nom. Et PHP Unit reste l'outil standard de facto dans le monde PHP. Si on poursuit, on a les tests également de bout en bout. Donc là, c'est plutôt de tester de la requête à la réponse. Vous avez, ça c'est pratique pour pouvoir tester globalement l'application et passer par toutes les couches, donc de la requête, en passant par la base de données, les modèles, la vue, etc. L'inconvénient, c'est que c'est plus compliqué à mettre en œuvre, c'est plus coûteux, ça prend plus de temps parce qu'il y a tous les I/O à faire. Il faut également configurer une base de données de test, tout un environnement qui est adapté. Mais ça peut être pratique, notamment pour faire du smoke testing quand vous êtes dans une démarche de modernisation. Vous avez des outils PHP comme Panther, par exemple, qui vous permettent de simuler un navigateur, enfin de piloter carrément un navigateur directement en PHP, donc de lui dire de faire des appels sur une requête, cliquer des liens, soumettre des formulaires, et même jusqu'à lui dire d'attendre que certains éléments dans la page soient rendus disponibles, affichés, par exemple, grâce à par exemple ici un client Chrome qui va être piloté en fait en arrière-plan. Vous pouvez même prendre un screenshot de la page s'il y a une erreur, par exemple, pour essayer de débugger ce qui se passe. Vous pouvez également cumuler ces outils-là avec BIAT, par exemple, et la syntaxe Gherkin pour scripter en fait votre test dans un format ou dans un langage qui est beaucoup plus naturel. Par exemple, ici, je veux tester que le scénario où un utilisateur peut changer de langue, passer de l'anglais au français sur le site. Eh bien, j'écris ici mon fichier Gherkin avec la syntaxe given when then, et je viens ensuite mapper avec BIAT les étapes given when then pour déclencher derrière le code avec mon objet Panther qui va faire les requêtes HTTP et cliquer sur des liens, vérifier qu'on a les éléments qui s'affichent bien dans la page. Voilà, ça c'est pour les outils de test. Maintenant, si on veut encore avancer dans notre démarche de modernisation du code, on va essayer de s'outiller davantage, à commencer par tout ce qui concerne la gestion des dépendances et puis le fait de pouvoir automatiser des tâches. Ça, bien sûr, vous pouvez le faire avec Composer, comme vous le savez sans doute. Composer permet déjà naturellement d'avoir de l'autoloading de vos classes. Donc, plus besoin de faire des require once ou des include once partout dans votre code, dès lors que vous définissez le mapping entre les namespaces et où se trouve le code. Alors, par contre, il faut quand même utiliser des namespaces et des classes namespacées. C'est quand même la contrainte. Mais grâce à Composer, naturellement, plus besoin de faire des include once ou des require once. Vous avez de l'autoloading de vos classes. Une chose également importante, c'est de mettre l'accent sur le fait de bien fixer vos versions dans votre fichier Composer. Moi, j'évite d'utiliser, par exemple, vous voyez ici le circonflexe 3 pour dire je veux la librairie monnaie de PHP pour n'importe quelle version à partir de la version 3.
dans mon code, je force les versions à la version la plus petite. Comme ça, je sais précisément quelle version j'utilise à quel moment en ouvrant mon fichier Composer, et j'ai pas de risque de me retrouver à mettre à jour en faisant un Composer up, de me retrouver à avoir une mise à jour, qui passe d'une version 3.1 à 3.7 par exemple, d'un coup subitement, sur mon projet. Donc ça, je vous encourage à également faire ce suivi-là. Vous pouvez également automatiser la mise à jour de vos dépendances pour le faire assez régulièrement. Pour ça, vous avez des outils comme Renovate.js ou Dependabot, qui vont en fait scanner régulièrement, faire des composer up et voir s'il y a des dépendances qui sont à mettre à jour dans vos projets, pour vous obliger à régulièrement mettre à jour ces dépendances tierces et pas attendre 6 mois pour le faire et vous retrouver bloqué lorsque vous entretenez vos applications. Pensez également à rajouter, par exemple, les extensions PHP que votre application utilise directement dans votre Composer en requirement. Par exemple, je dis, voilà, mon application, elle utilise PDO et MBString. Comme ça, quand vous exécutez un Composer install ou un Composer update, Composer va aussi vérifier que ces extensions PHP sont bien installées dans votre environnement où vous installez le projet. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les scripts Composer, où là, vous allez pouvoir rédiger, en fait, vous allez pouvoir automatiser des tâches qui sont répétitives. Par exemple, dans mes projets, souvent, je dois reset la base de données, recharger des données de dev, et puis rebuilder des assets de front-end JS, CSS. Tout ça, vous pouvez le scripter avec les scripts Composer. Et comme ça, dans votre ligne de commande, vous pouvez lancer Composer et par exemple ici, app install dev pour déclencher le reset de la DB, on le voit, et la mise à jour des commandes, la mise à jour des assets CSS, JS, etc. Voilà, donc là, vous avez Composer. Maintenant, on veut utiliser, on imagine qu'on a une application qui tourne sur PHP 5 ou PHP 7 et qu'on veut maintenant la monter sur PHP 8 et commencer à utiliser du code de PHP 8, mais qu'on ne peut pas puisqu'on est encore en PHP 7, par exemple. Eh bien, vous avez pour ça des outils, ce qu'on appelle des polyfills. Symfony, le framework Symfony en fournit un certain nombre dans son écosystème. Et donc, si vous voulez, vous pouvez dire, moi, je suis en PHP 7.2 actuellement, je veux pouvoir utiliser les nouvelles fonctions, par exemple, de PHP en 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Et bien, dans ce cas, je vais installer avec Composer cette liste de polyfills qui va rendre disponible, qui va réécrire en PHP certaines fonctionnalités de PHP qui sont fournies que dans des versions supérieures. Ça vous permet, par exemple, de préparer la montée en version de votre code. Ici, on peut imaginer, vous voyez que j'ai un texte et je veux pouvoir utiliser les nouvelles fonctions de PHP qui sont strcontains, strStatsWith ou strEndsWith. Si je suis en PHP avant la version 7, je ne sais plus combien, 7.2 peut-être, ou 8, eh bien, j'utilise les anciennes fonctions str-ncmp, strpos, mais en ajoutant les polyfills qui vont bien, je vais pouvoir bénéficier nativement, avec là le polyfill PHP 8.0, des nouvelles fonctions strStartsWith, strContains, strEndsWith, toujours en étant sur ma version de PHP 7. Donc Symfony va réécrire, en fait, va définir ces fonctions qui sont disponibles dans PHP 8 dans des versions inférieures. Comme ça, vous allez pouvoir préparer aussi cette phase de migration avec de la compatibilité avancée. Maintenant, également, ce qu'on peut regarder, c'est comment est-ce qu'on standardise le code. Très souvent, quand on est sur des applications legacy, chacun y va de sa patte pour écrire du code. C'est un coup, j'ai des tabulations, un coup, j'ai des espaces, un coup, j'ai des accolades en haut sur la même ligne que ma condition, un coup, je l'ai sur la ligne d'en dessous, etc. Rien n'est standardisé. L'idée, c'est de mettre en place des outils qui vont automatiser la réesthétique du code, le réassemblage de l'esthétique du code. Pour ça, vous avez un outil qui s'appelle Easy Coding Standard, que vous pouvez donc configurer avec un fichier de configuration. Vous allez pouvoir définir les règles que vous souhaitez appliquer, celles que vous ne souhaitez pas appliquer. C'est juste un simple fichier à mettre à la racine, un fichier ecs.php. Il a tout un ensemble de règles prédéfinies que vous pouvez activer ou désactiver selon vos envies, selon aussi votre code. Par exemple, vous pouvez activer ou pas les règles strictes. Les règles strictes, c'est pour forcer à ce que les conditions vérifient les types, par exemple. Sur une application legacy, c'est risqué de le faire, donc on va peut-être pouvoir dire qu'on ne veut pas du strict à true, on va juste garder, par exemple, purement changer l'aspect syntaxique du code, mais sans faire des changements qui peuvent
faire régresser le code. Et vous pouvez également ajouter des rules ou dire de supprimer des rules, enfin des règles ne doivent pas être prises en compte. Il y a certaines règles également qui se configurent. Par exemple, quand vous avez un attribut PHP, vous pouvez dire tiens, je veux qu'il soit sur la même ligne que ma propriété PHP ou sur la ligne juste au-dessus. Ça, c'est selon votre style à vous de codage que vous allez définir dans l'équipe. Et quand vous lancez en fait l'exécutable ECS, il prend votre code et puis il applique les changements. La plupart des changements vont être non sensibles en fait, ils vont pas casser votre code, sauf si effectivement vous faites des changements, vous demandez de faire des changements pour des versions plus hautes de PHP que vous n'avez pas là actuellement en local. Si maintenant on veut également migrer du code legacy, l'idée c'est d'identifier, enfin essayer d'identifier dans le code qu'est-ce qu'on peut venir moderniser, quel est le code que j'utilise mal, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des bugs potentiels? Et ça, vous pouvez le faire avec des outils d'analyse statique comme PHP-Stan. PHP-Stan vous permet de scanner votre code et de vous révéler tout un ensemble d'erreurs potentielles que vous avez dans votre base de code. Par exemple, quand vous faites des appels de méthode, vous appelez une méthode qui n'existe pas, ou quand vous avez une méthode qui reçoit un paramètre du mauvais type, ou quand vous avez une méthode qui est censée renvoyer un certain type de données, et puis qu'en fait, à l'appel, on se rend compte sur un appel, elle renvoie complètement autre chose. Ça, c'est des choses qui peuvent être détectées à l'avance avec des outils comme PHP-Stan. Alors, l'un des inventeurs, l'inventeur de PHP-Stan, Thomas, a également publié juste hier, c'est un tweet qui date d'hier, également une liste sur son site personnel des outils qu'il met en place sur des projets pour, là encore, renforcer le suivi de qualité de ces projets PHP. Il y en a plein que je ne connaissais même pas moi à ce stade, que je vous invite à consulter, c'est hyper intéressant. La plupart sont même des extensions de PHP-Stan qu'on installe juste avec Composer. Mais pour en revenir à PHP-Stan, donc c'est une dépendance de développement qui également bénéficie de plein d'extensions pour Doctrine, pour Laravel, pour Symfony, pour plein d'autres projets open source assez connus. On peut avoir des règles spécifiques pour ces projets. Vous créez un fichier de configuration à la racine pour dire quels sont les répertoires que vous souhaitez scanner, les règles qui doivent s'appliquer ou ne pas être appliquées. Et quand vous lancez donc PHP-Stan, il vous génère tout un résultat qui vous dit, voilà, dans tel fichier PHP, j'ai trouvé telle ou telle erreur. Là, moi, je l'ai configuré en mode maximum, le niveau maximum, c'est-à-dire que le niveau maximum sur un projet legacy, vous vous retrouvez à avoir des centaines, voire des milliers d'erreurs qui remontent. Sur un projet client qui était en Symfony 4.4, j'avais mis PHP-Stan en version max dès le début pour essayer de voir, avoir un état des lieux du projet. Il y avait plus de 5000 ou 6000 erreurs PHP-Stan qui remontaient. Et encore, c'était un projet qui était globalement, d'un point de vue qualité globale, qui était plutôt bien. Il y avait des tests unitaires, il y avait quand même des typages qui étaient forcés. Mais malgré tout, en mettant PHP-Stan au niveau max, j'avais plus de 6000 erreurs à corriger si je voulais pouvoir me mettre à un niveau de qualité le plus haut possible connu là actuellement. L'idée, c'est de pouvoir stocker ces erreurs dans un fichier de baseline, et de venir les corriger au fur et à mesure du temps. Le fichier de baseline, il va recenser toutes les erreurs qui ont été détectées. Comme ça, lorsque vous allez relancer PHP-Stan après avoir écrit du nouveau code, vous ne verrez apparaître que les nouvelles erreurs qui auront été introduites, en plus de ce qui est déjà dans le baseline. Et l'idée, c'est qu'au fil du temps, vous n'allez pas corriger 5000 ou 10 000 erreurs comme ça en l'espace de 2 jours. Donc, en fait, vous allez avoir votre baseline, et puis progressivement, ça va prendre des mois, voire peut-être même un peu plus que des mois, pour corriger au fur et à mesure les différentes erreurs qui sont enregistrées dans votre baseline et remettre à niveau votre code PHP. Alors, effectivement, c'est ce que je dis, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps pour tout fixer. Est-ce qu'on n'a pas moyen d'accélérer ça et de l'automatiser? Eh bien, ça peut se faire. Alors, soit de façon manuelle, notamment avec votre IDE, un outil comme PHP-Storm a des outils de refactoring que vous pouvez utiliser. Typiquement, quand vous faites un clic droit refactor, par exemple, sur une méthode dans PHP-Storm, vous allez pouvoir facilement renommer une méthode, et PHP-Storm va se débrouiller pour renommer la méthode et ses appels à tous les endroits où cette méthode est référencée. Donc, c'est une manière déjà de faire un refactoring un peu plus sûr que de le changer juste là dans un éditeur de texte qui n'a pas d'outil de refactoring, avec le risque d'oublier de changer des occurrences.
Les IDE maintenant savent le faire très bien, que ce soit PHP Storm ou même VS Code. N'hésitez pas à utiliser leurs outils d'aide au refactoring. Niveau PHP, vous avez Rector. Rector, c'est un outil qui permet de complètement transformer votre code, de le remettre à niveau en suivant certaines règles. Alors forcément, faire du changement de code comme ça de façon automatique, ce qui est bien, c'est que ça va permettre de le faire de façon globale sur toute votre base de code et de façon plus ou moins sécurisée, puisqu'il y a des règles qui vont être sûres et d'autres qui vont être un peu moins sûres selon votre base de code. Mais vous allez pouvoir piloter quelles règles vous souhaitez appliquer pour refactoriser de façon complètement automatique votre code. Rector fournit plein de règles pour faire des modifications, typiquement remplacer les annotations, les par exemple, doctrine ORM. En fait, vous avez un projet Symfony en Symfony 4, 5 avec des ORM. Vous allez pouvoir tout transformer en dièse crochet ORM pour utiliser les attributs PHP plutôt que les annotations. Vous allez pouvoir également transformer le code pour ajouter automatiquement les typages sur vos propriétés, sur vos méthodes, etc. Donc ça, Rector le fait de façon automatique et il sait le faire de façon sûre pour la plupart des règles, d'autres qui vont être un peu plus risquées à mettre en place. Il suffit de l'ajouter à Composer, là encore, c'est une dépendance à mettre dans votre Composer, et de configurer Rector avec un fichier de configuration. Vous pouvez également lui dire d'activer des règles, par exemple pour Symfony, si vous faites une migration d'un projet Symfony, il y a des règles que Rector va pouvoir appliquer dans le cadre d'un projet Symfony pour migrer du code obsolète de Symfony vers les nouvelles versions d'API à utiliser. Ça vous fait gagner un temps fou. Je l'ai fait sur des projets, j'ai gagné plusieurs jours simplement en lançant Rector pour transformer le code. Là encore, par contre, idéalement, il vaut mieux que votre code soit quand même testé derrière, parce qu'en relançant les tests, après avoir appliqué Rector, vous allez savoir si les changements ont cassé ou pas comme votre application. Et voilà un exemple, quand vous lancez Rector, par exemple, ici, on voit que Rector a rajouté automatiquement les types de retour. Par analyse du code, il a détecté que la fonction findAll, elle renvoyait un tableau. Donc, hop, automatiquement, la méthode findAll, elle se dote maintenant du type de retour array, avec également un @return qui décrit la structure du tableau qui a été détecté, qui a été révélé par l'étude du code. Je suis un peu en retard, je suis navré, c'est un peu speed. J'ai encore quelques slides pour terminer cette présentation. Donc là, on s'est équipé avec des outils pour automatiser du code et faire de l'analyse de code. L'idée, c'est que ces outils-là, il faut les lancer plusieurs fois par jour ou par semaine pour pouvoir améliorer votre code en continu. Mais ça ne fait que modifier, on va dire, la structure du code, de la syntaxe. Au niveau du code, vous allez devoir également, à un moment donné, faire des changements pour réorganiser le code, réorganiser les classes, renommer des choses. Et là, ça passe par de l'intervention manuelle. Donc là, au niveau du refactoring ou du remaniement, là, je vais vous donner quelques clés sur des sujets qu'on est souvent amené à faire. Des changements qui sont des quick wins que vous pouvez mettre en place dans votre code pour rendre votre code de meilleure qualité et également plus facilement testable, et mieux, et plus solide, on va dire. Plus solide en respectant un certain nombre de bonnes pratiques. Par exemple, ici, commencez par essayer de restructurer votre code par métier. Souvent, on a tendance à structurer le code par nature de classe, par exemple, des entités, des contrôleurs, des repositories, des services, des helpers, enfin ce genre de choses. Ici, vous voyez, j'ai une structuration d'un projet que j'ai trouvé sur un projet open source que j'ai trouvé sur Internet, sur GitHub. Et puis, j'ouvre le code et je vois ça et je me dis, qu'est-ce que fait cette application? C'est quoi son métier? Donc là, je vois les classes, je peux me dire, je vois ici loan, donc je peux me dire, ça a l'air d'être des prêts, des crédits. Installment, donc c'est des mensualités. Installment period, donc ça va être j'imagine des durées de mensualité, etc. Donc je peux me dire, a priori, le métier de cette application, c'est du crédit. Mais en réalité, le nommage est tellement vague que je ne sais pas si c'est une application pour une banque qui vend des services financiers de crédit à des clients, et pour quel type de clients, des pros, des particuliers, etc. Ou est-ce que c'est une compagnie d'assurance qui vend des produits d'assurance pour assurer des crédits? Ça pourrait être ça aussi. Ou alors une société de rachat de crédit pour des clients. Ou on peut imaginer une société qui vend des crédits à la consommation pour des particuliers, qui ne fait pas de l'immobilier, mais que des crédits conso.
ou alors une application de comptabilité qui fait un suivi des états financiers d'un client particulier ou professionnel. Ou même on peut même imaginer une application, qui est complètement, non business et qui permet de faire du prêt d'argent, entre amis ou proches d'une même famille. Donc, vous voyez que le code, en l'état, le nommage du code révèle pas forcément le fond du métier. On essaie de le deviner, mais c'est pas forcément très clair. Donc l'idée, c'est d'avoir une restructuration, essayer de réorganiser son code en ayant, au niveau des dossiers, au premier niveau, d'avoir on va dire des domaines, des métiers de l'application. Par exemple, ici, j'identifie que je vais, être sur des services bancaires, mais également du reporting, financier et puis de la gestion d'utilisateurs. Donc dans ce cas-là, je vais avoir ces 3 dossiers, plus un dossier application qui va contenir un peu la glue, tout le code de glue avec les contrôleurs, les fixtures, les migrations, et cetera. Mais le cœur du métier va se décomposer en réalité en 3, 4 ou plusieurs, sous-modules, sous-métiers de mon application. Et dans ce cas-là, dans chacun de ces sous-métiers, je vais déplacer les classes, déjà pour essayer de les mettre, de les grouper par domaine, un peu plus cohérent. Voilà, tout ce qui concerne les services financiers, donc les customers, le crédit immobilier, enfin le crédit et les mensualités, ça va aller dans le namespace de Financial Services. Et puis la classe qui s'appelle Profit, qui apparemment fait du reporting financier, ça, je la mets dans le namespace de Financial Reporting. Et puis tout ce qui concerne les users, l'authentification sur l'application, ça va être dans le namespace user, par exemple. Et donc, quand on poursuit, l'idée, c'est de pouvoir davantage également exposer le nommage métier dans le code. Par exemple, vous voyez que ici, il y a une classe qui s'appelle Profit. Elle était comme ça dans le code. Je me dis Profit, ça veut dire quoi c'est quoi cette classe de service? Et puis je vois une méthode qui s'appelle findAll et j'essaie de comprendre en fait ce que fait cette classe. Et apparemment, quand on regarde le code ici de cette classe-là, elle récupère toutes les mensualités payées des crédits pour en sortir tout un rapport par mois des chiffres d'affaires par exemple pour la banque ou pour le business. On voit que c'est pas très clair. Dans ce cas-là, on va essayer de chercher à nommer la classe un peu mieux. Par exemple, je vais la renommer en Compute Yearly Loan Installment Reporting, de sorte à pouvoir récupérer effectivement un rapport de l'ensemble des mensualités payées sur l'année en question et par mois. Ce nommage également, j'essaie de le révéler au niveau également de nouvelles classes. Par exemple, ici, je vais créer un objet reporting. Plutôt que d'avoir un simple tableau associatif, mon reporting va être un objet PHP qui va encapsuler tout le reporting pour chaque mois, le montant, l'ensemble du montant de toutes les mensualités payées, de tous les crédits qui ont été contractés par les clients. Et donc, dans ce cas-là, quand je refactorise le code, je crée mon reporting et puis je vais chercher avec ma base de données ou mon système de stockage toutes les mensualités payées pour l'année en cours et je vais dans ce cas-là, dans mon reporting, incrémenter le montant total du revenu sur le mois, donc pour le mois en question, le montant de la mensualité d'ailleurs qui s'appelle getValue. En réalité, la méthode devrait s'appeler getAmount, mais elle s'appelait getValue dans le code. Et puis à la fin, je vais essayer de renvoyer surtout le même format que ce qui était initialement retourné pour ne pas casser le code. Donc au lieu de renvoyer l'objet PHP, pour l'instant, je renvoie le tableau PHP qui était initialement défini. J'ai juste refactorisé le fonctionnement interne de cette classe. Si j'avais pu mettre en place à l'avance aussi des tests unitaires, j'aurais pu vérifier qu'avant le refactoring et après, j'ai toujours le même tableau en sortie. C'est juste la manière dont on fait le code qui a été amélioré. Éviter les modèles anémiques, également, ça c'est une chose sur laquelle vous pouvez facilement gagner. Vous voyez qu'ici, un modèle anémique, c'est quand vous avez des objets, des classes qui ont juste des getters et des setters. Par exemple, ici, vous voyez que ma classe, j'ai une classe loan et puis donc mon crédit, il est associé à des mensualités, donc la classe installment. Cette classe installment, quand vous créez ici une mensualité, vous voyez qu'on lui fait un set loan, set due date, set amount, set status. On set chaque valeur séparément. Et puis après, dans le cycle de vie de l'objet mensualité, si elle est payée, on va mettre la date de paiement et le statut à paid. Et puis, si elle est overdue, si elle est dépassée, la date de mensualité, si elle n'a pas encore été payée après la date théorique de paiement, on va passer le statut en overdue. Ça, typiquement, c'est un problème parce que votre objet, il
vous exposez en fait toutes les propriétés de votre objet à travers des getters et des setters, et vous ne pouvez pas contrôler en fait comment votre objet change, puisque vous avez que des opérations qui sont complètement atomiques, qui changent une propriété à la fois, alors que généralement, quand on a une opération métier, on vient changer plusieurs choses dans l'état de l'objet. Typiquement ici, un refactoring à faire, c'est toute la partie qui concerne la création de l'objet mensualité. Tout ça, ça devrait être obligatoire dès la création, donc dès la construction. Donc ces 4 appels, finalement, je vais venir les centraliser sous la forme d'un constructeur pour forcer le développeur à passer par le constructeur et aussi forcer l'objet à être initialisé correctement dès le début. Pour aller encore plus loin, on peut créer une fonction statique, ce qu'on appelle un constructeur sémantique, qui va en fait se substituer au constructeur et apporter plus de sens, puisqu'on va révéler davantage le vocabulaire métier. Plutôt que de faire un new installment, et ben, on va faire plutôt un installment due pour dire, voilà, on crée une mensualité qui est due par défaut à une date donnée pour un certain montant. Et on peut encore aller plus loin. Pour cette fonction due, ici, vous voyez que j'ai transformé les propriétés. Au lieu de passer des objets dans les propriétés, dans les paramètres, notamment pour la date, finalement, je la passe en chaîne et c'est la méthode qui va transformer la chaîne de date en objet datetime qui, lui, va être utilisé dans le constructeur de installment. Et pour aller encore plus loin, on peut même mettre le constructeur en privé. Comme ça, on protège complètement l'accès au constructeur. On empêche de passer par le constructeur et on force à passer par la fonction statique, par le constructeur sémantique. Au niveau du code, vous voyez que mes 4-5 lignes de code que j'avais précédemment, finalement, elles sont remplacées par, ici, installment due. Donc, je crée une mensualité pour ce crédit, une mensualité qui sera due ici au 5 octobre 2024 pour un certain montant. Et là, je sais que ma mensualité, mon objet de mensualité, il est métier, il contient bien son contexte dès le départ. Et on peut itérer sur les autres blocs. Le deuxième bloc, pour la partie paiement, vous voyez qu'on fait un set payment date et un set status au milieu. Et bien, là encore, plutôt que d'avoir 2 méthodes distinctes pour changer le statut de ma mensualité en statut payé, à la place, je vais venir créer une méthode pay dans ma classe installment qui prend la date de paiement, qui vérifie en plus que la mensualité n'est pas déjà payée. Si c'est le cas, on lève une exception pour protéger de faire un changement qui ne serait pas voulu, et qui vient donc setter de façon atomique le statut et la date de paiement. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez que dans mon code, hop, je peux refactoriser. Si ma mensualité est payée, hop, j'appelle la fonction pay et basta. Je sais que mon objet loan, ma mensualité de paiement, elle est payée et on a vérifié qu'on n'a pas déjà payé 2 fois également. L'avantage, c'est qu'en levant aussi des exceptions, c'est qu'on peut capturer les exceptions et, par exemple, faire du traitement dessus. Typiquement, loguer l'exception si elle venait être révélée, cette exception qu'on lève. Ça peut être intéressant de la loguer et de la faire remonter notamment dans Sentry. Si vous utilisez un logger qui est compatible avec Sentry, votre warning va immédiatement remonter dans Sentry et vous serez alerté. Et vous verrez que pour une certaine mensualité, il y a une tentative, par exemple, de la payer 2 fois de suite. Et là, pareil, l'idée, c'est de réencapsuler à nouveau, d'avoir une méthode métier qui réencapsule. Donc, pour changer le statut en overdue, eh bien là, la même chose, je vais créer une fonction overdue qui va vérifier que ma mensualité, elle est bien en due pour pouvoir passer en overdue, puisqu'une fois qu'elle est paid, on ne peut pas revenir sur overdue. Et c'était le statut en question. Au final, le code, l'objet de mensualité de crédit n'expose que des méthodes métiers et des getters, mais il y a même plus de setters au final. Tous les setters ont disparu. On oblige à passer par des méthodes métiers pour changer l'état interne de l'objet. Les enums, également, une des nouveautés de PHP 8. Alors là, il faut être en PHP 8.1, si je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'est d'utiliser les classes d'enum pour vos énumérations. L'avantage des classes d'enum, c'est que vous allez pouvoir également rajouter vos propres méthodes à l'intérieur pour enrichir finalement les enums. Vous voyez ici, par exemple, j'ai une fonction isPaid qui va vérifier que l'enum courant, il a la valeur paid et que la fonction getLabel va être capable, en fonction de n'importe quel enum de statut, de renvoyer un label prédéfini. L'avantage, c'est que vous pouvez comme ça encapsuler véritablement des valeurs qui sont constantes, qui sont statiques,
dans vos classes d'enum et les partager et les réutiliser. C'est une bonne manière de faire du refacto très facilement grâce à ces outils-là, mais à condition d'être en PHP 8.0, 8.1. Et enfin, alors je vais terminer sur ce dernier chapitre, je suis navré pour la durée de la conférence. Pardon? T'inquiète pas. C'est bon? Un dernier chapitre que j'ai introduit également pour pouvoir pour moderniser finalement votre base de code, c'est de profiter également de mettre en place ce qu'on appelle l'inversion des dépendances, à ne pas confondre avec l'injection de dépendances, qui sont deux choses similaires, mais quand même assez distinctes. L'idée de l'inversion des dépendances, c'est de réduire le couplage entre les différents modules de votre application, que les modules de haut niveau, plutôt que les modules de bas niveau ne viennent pas dépendre de vos modules de haut niveau. C'est ça l'idée. Donc les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de niveau inférieur, et les abstractions ne doivent pas dépendre des détails d'implémentation. Les implémentations dépendent des abstractions. Alors, c'est un peu complexe à comprendre comme ça, mais en fait, c'est assez simple, vous allez voir. Si je reprends mon exemple tout à l'heure de ma classe qui permet de calculer qui permet de générer le rapport annuel mensualisé de tous les paiements qui ont été effectués sur l'année, pour savoir notre chiffre d'affaires mensuel, annuel plutôt, mais réparti par mois. On a ce constructeur-là, vous voyez ici, qui reçoit dans le constructeur ce qu'on appelle un entity manager. Là, j'ai pris un exemple avec un projet Symfony, mais ça pourrait être un autre type de projet. Ici, entity manager, c'est une classe concrète qui, en plus, est de la librairie Doctrine ORM. Donc, on a une dépendance avec Doctrine. Et de l'entity manager, on demande à récupérer ce qu'on appelle le repository pour la classe de modèle des mensualités. Donc, ce qui va nous permettre d'interroger la table qui contient toutes les mensualités des crédits en cours. Eh bien, ce qu'on peut révéler ici, c'est qu'une classe concrète, c'est ce qu'on appelle un détail d'implémentation. Et comme ici, on a également une classe concrète, on a aussi un détail d'implémentation. Et ici, encore une classe concrète, donc on a encore un détail d'implémentation. Donc, on peut voir que ma classe Compute Yearly Loan Installment Reporting, elle dépend d'implémentation plutôt que d'abstraction. Et donc, ça fait qu'on se retrouve à avoir un fort couplage avec la couche de persistance, ici, qui s'appelle Doctrine ORM. On a du code qui va être plus difficile à tester, et ça va être beaucoup plus difficile avec ce code-là de pouvoir ajuster la couche de persistance ou la couche d'accès aux données selon l'environnement d'exécution. En mode test, j'aimerais pouvoir, par exemple, simuler une base de données avec une couche d'accès aux données en mémoire, et en production, effectivement, pouvoir véritablement me connecter à ma vraie base de données MySQL ou PostgreSQL ou autre chose. L'idée pour faire ça, c'est simplement de lever des abstractions, donc de créer des interfaces. Ici, mon repository de mensualité, je vais en faire une interface et définir les méthodes de l'interface. Ce qui va me permettre de faire en sorte que ma classe concrète ne dépende plus d'autres classes concrètes, mais de cette interface de repository. Donc, on a bien une implémentation ici qui dépend, cette fois-ci, d'une abstraction de plus bas niveau. Et de cette manière, en fait, je viens de résoudre en fait, les trois problématiques de précédence. C'est-à-dire que j'ai réduit le couplage avec la couche de persistance en mettant une interface à la place. Je vais pouvoir créer plusieurs adapteurs pour me connecter à ma couche de persistance, et je vais pouvoir également tester beaucoup plus facilement mon code, puisque en pouvant remplacer cette dépendance à la couche de persistance, notamment en test unitaire, je peux mettre en place un mock ou bien une couche de persistance entièrement in-memory, plutôt que d'avoir à me connecter réellement à une vraie base de données pour faire mes tests unitaires. Donc là, on peut imaginer une implémentation in-memory installment repository qui implémente l'interface. Donc ça ne fait que tout stocker les entités de mensualité dans un tableau PHP en mémoire. Donc ça, c'est très pratique pour du test unitaire. Donc on a ici le détail qui dépend cette fois-ci de l'abstraction. Et on peut avoir une deuxième implémentation qui est cette fois-ci l'implémentation qu'on avait tout à l'heure, l'implémentation Doctrine, qui, elle, va véritablement se connecter à la base de données via l'ORM Doctrine. Donc là encore, on a une implémentation qui dépend ici de deux abstractions, l'interface de l'Entity Manager Doctrine et l'interface de repository que l'on a définie. Au niveau du code,
Vous voyez qu'ici, mes méthodes s'adaptent. D'un côté, j'avais des implémentations qui faisaient du filtrage en mémoire. Ici, mes implémentations, elles font des requêtes SQL via l'ORM Doctrine. Au niveau du code, en fait, moi, quand je crée mon objet de mon service qui permet de générer ces reportings, si je suis en test unitaire, je vais le brancher sur une implémentation en mémoire, puisque je veux que ce soit rapide et sans me connecter à une vraie base de données. Et dans le cas contraire, quand je suis en mode dev ou en mode production, dans ce cas-là, mon service, lui, viendra être initialisé avec une dépendance de type Doctrine Installment Repository pour réellement se connecter au vrai système de persistance de données. Voilà, donc en fait, n'hésitez pas également à utiliser aussi plein d'outils tiers pour moderniser votre code. Typiquement, c'est quelques librairies que j'utilise dans des projets PHP pour pas avoir à réinventer la roue. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est les assertions. Le paquet qui s'appelle Beberly Assert pour créer des classes d'assertion, pour faire des espèces de safeguards. Si vous manipulez des monnaies, des objets, des valeurs monétaires, n'hésitez pas à utiliser la librairie monnaie qui permet de modéliser vos objets de monnaie sous forme de value object, de monnaie, pour pas avoir de problème sur la gestion des devises, de ne pas avoir des problématiques sur par exemple des divisions de centimes quand vous faites des partages de montants. Donc plutôt que de stocker vos valeurs monétaires en float, vous allez pouvoir les modéliser sous forme d'objets et faire des opérations à travers un objet monnaie. Pour tout ce qui est gestion de date, vous avez Carbon comme librairie également qui est très connue. Vous avez Symfony Clock pour pouvoir simuler une horloge quand vous êtes en mode en développement. Par exemple, vous souhaitez simuler la date de maintenant. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vos tests dépendent par exemple de la date et quand une certaine date est passée, vos tests vont plus passer. Ça va vous obliger à changer vos tests. Eh bien, le composant clock de Symfony, par exemple, vous permet de simuler la date de maintenant. Donc, on peut dire, par exemple, en fait, maintenant, quand le test s'exécute, la date d'aujourd'hui et de maintenant, c'est, par exemple, il y a 3 jours, il y a 3 jours en arrière. Et ça permet comme ça d'avoir des dates fixes dans le temps et se décorréler, en fait, de la vraie date et heure du système actuel. Et négligez pas, enfin, c'est mon dernier slide, ne négligez pas l'usage des frameworks, parce que les frameworks, notamment comme Symfony et Laravel, ont pour avantage donc de vous mettre dans un cadre, mais surtout, ils ont notamment Symfony, a des procédures pour vous faciliter les migrations. Entre les versions de Symfony, vous savez que quand vous êtes sur une version, par exemple la version 5, toutes les versions de la 5.0 à la 5.4 sont compatibles, donc vous pouvez monter en version le framework de 5.0 à 5.4 sans casser votre code. Par contre, passer de la 5.4 à la 6.0 ou à la 6. Quelque chose, là, il y aura certainement des changements à faire, mais l'avantage, c'est que le framework va, dès la version 5, vous notifier des cassures de compatibilité à venir pour que vous puissiez, dès le début, en fait, dès votre version 5, mettre à jour le code pour qu'il soit déjà compatible lorsque vous allez passer en version 6. Donc, les frameworks vous facilitent la vie dans votre phase dans votre démarche de modernisation et surtout de pérennisation de vos applications PHP. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie et puis je suis ouvert à vos questions. Canon. Merci Hugo. T'en fais pas pour le temps, en vrai, hyper intéressant. Je pense que beaucoup ont dû apprécier ton intervention et c'est assez clair, je pense, pour les gens. Je rebondis sur les outils que tu partageais. Tu vois, on avait par exemple pour automatiser la remontée des anomalies, tu parlais de Rector par exemple. Ouais. Avant ça, tu as parlé aussi sur les autres outils, Sentry, enfin, tu vois, les outils comme ça que tu partageais. Est-ce que la plupart sont gratuits? Est-ce qu'il y en a qui sont payants? Question qui vient comme ça quand tu les à l'exception de Sentry, qui est un logiciel SaaS qui est payant, mais alors j'ai vu récemment, cette semaine, qu'il existait une version, il y a un projet open source qui est une espèce de fork de Sentry open source qui existe. Alors j'ai plus le nom, mais sinon Sentry, effectivement, c'est payant. Alors ça coûte pas forcément très cher. Mais c'est un outil, je pense, qu'il faut avoir dans tous les cas en prod. Sinon, tous les autres outils dont j'ai parlé, PHP Stan, Rector, tout ça, ce sont des outils de la communauté PHP qui sont tous gratuits, c'est de l'open source. Okay. Et donc, vous pouvez les utiliser
clairement, dans tout le projet, c'est des outils à mettre en place dans n'importe quel projet PHP. Il faut les avoir pour pour avoir ce cadre et automatiser finalement vos processus de qualité de code. Trop bien. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, partager aussi des retours d'expérience. On peut vous passer le micro sans souci. Peut-être, Riz, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de, dans une équipe, c'est vrai que des fois, on va effectuer des tests unitaires donc après les développements, d'après ce que tu disais. Et justement, ta question, c'était comment les convaincre en fait de les mettre en place avant, plutôt que d'attendre en fait que les développements aient été faits, que la mise en prod soit faite. On peut te passer le micro si tu veux rebondir dessus. Oui, alors effectivement, le sujet des tests unitaires, je pense que c'est vraiment une démarche que doit acquérir l'équipe technique, en fait, sans même attendre enfin, on ne doit même pas avoir à attendre que le business nous dise de faire du test, hein. C'est vraiment vraiment aux développeurs de tester son code. Donc, pour moi, il faut les mettre en place. Et il vaut mieux d'ailleurs commencer petit, hein, quand on n'a pas l'habitude d'en faire, de démarrer avec un peu de test. Faites d'abord du test unitaire parce que c'est facile à mettre en œuvre et c'est rapide. C'est pas très contraignant. Donc, on peut commencer par tester des choses assez simples, ces classes d'entités, de modèles, des classes de services qui ne sont pas trop compliquées, qui n'ont pas de dépendance avec trop de services tiers, par exemple. Et donc, commencer petit, comme ça, en mettre dans l'application. Vous allez voir que même en ayant même très peu de tests unitaires sur des éléments clés de votre domaine, de votre métier, ça va déjà permettre de vous aider à trouver des bugs, à voir des régressions quand vous allez faire un certain changement. Et plus vous allez en mettre, plus vous allez être performant finalement avec l'écriture de code, et moins vous allez avoir de problèmes dans la suite. Mais effectivement, c'est quand on débarque sur un projet qui a 0 test, c'est là où c'est le plus délicat. Mais si on veut pérenniser un projet sur le long terme, il n'y a pas de choix. Il faut mettre en place des pratiques de test dans la démarche qualité. C'est vrai que la difficulté, je pense, c'est quand tu as une équipe où c'est peut-être moins la culture de l'entreprise. Tu as peut-être moins, tu sais, des fois, tu as des équipes où tu as moins la possibilité d'être force de proposition. Comment tu fais, est-ce que ça t'est arrivé et qu'est-ce que tu recommanderais quand justement tu as envie de parler de ça, de la nécessité en fait de faire des tests, alors que c'est moins la prio pour une société, quoi. Ouais, après, tout dépend de la typologie de projet, mais si vous êtes sur un projet qui est ultra métier, hein, si votre tout le business de l'application repose sur un métier comme ça qui est très spécifique. Si je reprends l'exemple de ce projet d'application de réservation en ligne, quand j'avais rejoint la société à l'époque, il n'y avait pas de test dans le projet. C'était un projet Symfony 3 de mémoire, et qui avait été codé par une toute petite équipe, notamment qui avait été d'ailleurs outsourcée à l'époque, hein, pour aller vite. Et donc, quand j'ai repris le projet, il y avait zéro test unitaire à l'intérieur. Et le business se plaignait tout le temps que dès lors qu'il y avait une mise à jour qui était faite, l'équipe déployait en prod et c'était cassé en prod. Donc, le site était off, plus de réservations qui rentraient. Et je expliqué, oui, mais si vous ne voulez pas laisser aux devs le temps de faire des tests, et si le but, c'est toujours de forcer à faire de la nouvelle feature sans prendre le temps de tester avec du test automatisé les choses essentielles, eh bien, vous allez continuellement avoir des bugs et des régressions sur le projet. Donc, c'est une démarche, il faut arriver à éduquer, à expliquer. Ça prend du temps, c'est clair, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais sur ce projet-là, à force, on a monté, nous, dans l'équipe, avec le CTO, qui a été recruté un peu après. On a développé, on a recruté d'autres développeurs, et ça faisait partie des process de recrutement que les développeurs soit connaissent déjà les tests, ou qu'ils aient envie de travailler dans un environnement où on met en place des tests. Et finalement, on a vu qu'avec le temps, plus on avait de tests, et puis moins on avait de régression quand on déployait de nouvelles versions en prod. Donc le business était un peu plus satisfait, parce qu'il y avait moins de casse. Mais effectivement, c'est de la communication, c'est de l'éducation. Il faut éduquer les métiers.
Et comme tu disais, je pense qu'il y a un argument intéressant côté business, c'est le gain de temps. Ouais. Tu en parlais d'ailleurs tout à l'heure, tu disais bien, tu citais un exemple de projet où il y avait plus de 6 000 erreurs remontées et à Ouais. corriger, ça mettait plus de 6 mois. Donc, On a mis sur ce projet-là, ouais. ouais, c'était un projet Symfony en 4.4 quand je suis arrivé, parce que le client voulait travailler que sur des versions LTS de Symfony. Donc, bien que Symfony 5 existait déjà, eux, ils étaient restés en 4.4 pour être sur de la version LTS. Et il a fallu qu'on fasse effectivement une montée en version, parce qu'ils voulaient passer le projet en Symfony 5.4, puisque Symfony 4.4 n'allait plus être prochainement utilisé, qu'ils étaient encore sur une version 7.4 en prod et qu'il fallait monter PHP en version 8, donc il fallait forcément monter aussi en version Symfony. Et puis parce qu'il y avait des dépendances, des librairies tierces développées en interne qui étaient plus maintenables, et on voulait s'appuyer sur des outils que fournissait Symfony 5, donc il fallait inévitablement faire la migration vers Symfony 5. Et donc pour faire ça, il a fallu déterminer en fait comment cette base de code qui avait plus de, je sais pas, il y avait presque 50 000 lignes de code dans cette base de code, comment la migrer vers la version supérieure de Symfony. Donc fixer toutes les dépréciations de code de Symfony, mettre en place ajouter des typages sur les propriétés, les méthodes, les arguments, tout ça. Donc comment essayer d'automatiser ces changements-là sur une base qui a effectivement plus de 50 000 lignes de code. Mais heureusement, c'était une base de code qui, elle, était déjà bien testée à la base, parce que c'est une application qui est tellement critique pour le client d'un point de vue métier, et que les équipes de dev qui travaillent dessus depuis 6, 7, 8 ans sont des personnes qui ont déjà cette philosophie de test dans leur pratique quotidienne. Mais voilà, mais ça a permis, le fait d'utiliser ces outils-là a permis de faire le process pas à pas, et, étape par étape. On a fait chaque changement, on essaie d'isoler chaque changement séparément, d'avoir un environnement de test pour vérifier qu'on n'a pas de régression, et déployer régulièrement des changements. Et puis, on faisait ça en parallèle également de l'ajout de nouvelles fonctionnalités, parce qu'on s'est dit, on ne va pas non plus couper, s'arrêter de délivrer de la fonctionnalité pendant 6 mois, 1 an, le temps de faire la migration. Il faut que les deux se fassent en parallèle. Et c'est aussi là où les outils comme PHP Stan permettent de faire ce travail. Une fois qu'on a identifié, entre guillemets, toutes les erreurs à corriger, on sait qu'on va pouvoir les corriger petit à petit, au fur et à mesure qu'on a du temps de le faire. Et puis à côté, d'autres personnes qui travaillent en parallèle sur de nouvelles fonctionnalités à délivrer pour le métier. Ça aide, ouais. C'est sûr que quand tu as l'équipe qui partage la même vision, ça aide quand même. Oui, clairement. De toute façon, il faut être dans la démarche. Ouais. Ouais. Après, effectivement, des applications qui ne sont pas métiers du tout, où c'est du jetable, j'ai envie de dire, les tests unitaires, on s'en fiche un peu, mais quand votre application, c'est ce qui fait vivre le métier, c'est ce qui fait rentrer de l'argent. Là encore, un outil de réservation en ligne, quand le site il est HS et que c'est le seul moyen de vendre des réservations, en l'occurrence des réservations de chambres d'hôtel, si le site est HS, il n'y a personne qui réserve sur le site. Donc vous mettez non seulement des gens au chômage technique dans l'entreprise, parce que tous les gens qui sont au customer service, ils se retrouvent à plus pouvoir répondre aux clients parce que le site il est HS, et puis vous rentrez pas d'argent. Donc le coût de ne pas faire de test, il est mineur par rapport à la perte financière que vous n'avez pas à prendre des réservations sur le site. Donc c'est ce qu'il faut aussi expliquer au métier, c'est le fait de ne pas tester et d'avoir régulièrement des problèmes, combien ça vous coûte que le site soit HS pendant 10 minutes, 1 heure, ou une demi-journée, ou une journée complète, parce que vous avez un gros bug qui a été introduit. On avait, par rapport à PHP Stan, tu vois, dont on parlait, on avait une question de risque qui demandait si c'était une bonne stratégie de mettre en place de mettre un niveau faible de PHP Stan pour un démarrage, ou s'il valait mieux y aller en mode strict, tu vois, très strict. Alors, sur PHP Stan, par défaut, PHP Stan ne fait pas de modification, il ne fait que révéler les problèmes. Il fait que il ne fait que lister les problèmes. Donc moi, j'aime bien le mettre en mode strict le plus haut dès le début, et de lui faire générer le fichier de baseline, donc pour qu'au premier run, on récupère la liste de toutes les erreurs.
qui vont être stockées dans le fichier de baseline. Comme ça, on a la liste de toutes les erreurs. Et puis, comme ça, au fur et à mesure, l'idée, c'est de nettoyer le baseline, enfin de corriger les problèmes un par un et de régénérer le baseline avec les erreurs en moins qui ont été corrigées. Comme ça, on sait qu'on part par exemple, de 6000 erreurs. Et puis, progressivement, on va passer de 6000 à 6005, à 5005, à 5000, 4005, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre un nombre d'erreurs qui est faible. Des fois, ça arrivera qu'on ne pourra pas forcément aller jusqu'à 0 erreur, puisqu'on sera contraint par d'autres problématiques. Mais moi, sur le projet en question sur lequel j'étais, effectivement, de 6000 erreurs, il en reste aujourd'hui, je crois, plus que 10 ou 15 qu'on ne peut pas fixer parce que c'est indépendant de notre volonté. Mais voilà, en 2 ans, on est passé de 6000 erreurs à 15 erreurs avec PHP SAN. Et on avait les erreurs dans le fichier de baseline et on les corrigeait au fur et à mesure. Ok. Je pense que tu as bien répondu à la question. On en avait une autre de Yonis, où Jérémy t'a aidé à répondre. Yonis, tu demandais si c'est obligatoire de passer par des ORM et pourquoi. Et c'est quoi les cas où on peut s'en passer? Alors là, les ORM, il n'y a pas d'obligation à utiliser un ORM. Moi, je sais que j'utilise beaucoup, comme je travaille que sur des projets Symfony, de facto, on a Doctrine qui est l'ORM qui est implémenté. Donc, le fait d'utiliser un ORM, c'est que ça fait gagner du temps parce que l'ORM permet déjà de faire ce mapping entre des classes PHP et la base de données, de ne pas avoir à écrire dès le début ces requêtes SQL soi-même. Comme les URL SQL sont aussi générées par l'ORM, elles sont aussi protégées contre les risques d'injection SQL. Donc ça, c'est quand même un gros avantage des ORM. Et le fait de pouvoir changer son modèle, quand vous changez votre modèle PHP, vous rajoutez des nouvelles propriétés dans votre modèle pour que ça crée à côté des nouvelles colonnes dans vos tables SQL. Ça, c'est l'ORM qui s'en charge de faire la migration, de renommer une colonne ou d'en ajouter une nouvelle, de supprimer les anciennes, etc. L'ORM vous assiste dans ces démarches-là. La contrepartie des ORM, c'est que comme vous allez abstraire l'outil SQL, vous allez être moins performant sur certains points que l'outil SQL lui-même, enfin qu'interroger directement l'outil SQL via un accès à une couche PDO pure, par exemple. Ça, c'est un inconvénient. Mais en réalité, l'inconvénient de la performance, il est assez faible dans le sens où l'ORM a déjà des outils pour faire de l'optimisation, notamment l'ORM est capable de détecter que vous avez déjà exécuté une certaine requête pour récupérer une entité qu'il va mettre lui de son côté en cache, en mémoire, pour vous la resservir tout de suite. Il y a des outils de cache de requête SQL dans l'ORM. Donc, ça reste un gain de temps. Et aujourd'hui, les pratiques de performance, vous pouvez toujours, dans ce cas-là, bypasser l'ORM sur un point très précis quand vous avez vraiment besoin d'une performance accrue sur une requête bien complexe. Vous pouvez toujours l'écrire en pur, en parallèle de l'ORM, et vous passez de l'ORM pour un besoin très précis. Donc, ça reste un outil qui est intéressant, surtout si on fait des applications objets très métiers, avec des bases de données avec beaucoup de tables et beaucoup de relations entre les tables. Et vous avez des ORM, vous avez Doctrine qui est le plus connu, mais dans le monde PHP, si vous êtes sur Laravel, ils ont leur propre aussi ORM qui s'appelle Eloquent, qui est sur une architecture un peu différente. Mais là encore, pareil, il va faire tout ce que fait Doctrine, faire la génération des schémas SQL, la migration, le mapping, etc. L'avantage, que ce soit l'environnement, tu vois, PHP et avec les frameworks aussi, Symfony, Laravel, c'est d'avoir une grosse documentation et beaucoup de docs permet d'avoir vraiment pas mal d'infos en fait qui peuvent aider au quotidien, ce qui n'est pas le cas avec d'autres langages, d'autres technologies. Ouais, les frameworks, c'est pas que moi j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, dans le monde PHP, il faut se baser sur un framework, surtout si vous faites une application métier. C'est sûr que si vous voulez faire un blog, vous mettez un WordPress ou autre chose et ça suffit. Mais sur une application métier que vous allez développer, utiliser un framework, ça vous permet de ne pas réinventer la roue, parce que les outils qui sont implémentés, ils sont faits par des gens qui ont déjà eu les problématiques avant vous, et souvent dans des cas même plus extrêmes que ce que vous allez rencontrer vous.
surtout notamment avec Symfony. L'avantage de Symfony, c'est que c'est un outil qui est très mature et qui cherche à se connecter, qui se connecte très facilement à beaucoup d'autres outils professionnels, ce qui est moins le cas de Laravel, où Laravel va plutôt avoir des connecteurs pour leur propre écosystème et leur propre sélection d'outils qu'ils veulent favoriser. Mais oui, le framework, il est là pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier, sur votre logique, enfin, sur ce que fait votre application, et pas sur tout le côté infrastructure. Comment faire des formulaires, comment valider un formulaire, comment sérialiser des données. Ça, le framework, il vous met les outils à disposition et vous les utilisez pour vous concentrer sur votre métier. Et pareil, tout ce qui est test automatisé, les frameworks mettent en place déjà un cadre pour vous faciliter l'écriture de tests automatisés, que ce soit en unitaire ou en fonctionnel. Symfony a déjà de base ces outils-là intégrés. PHP Unit, Beat. Unitaire et fonctionnel. Pour les tests unitaires complexes, est-ce que tu as des tutos pour leur mise en place? Pas spécialement, mais il faut regarder, il y a pas mal de... c'est des sujets, il y a plein de conférences sur YouTube, il faut regarder, conférences, tests unitaires, vous allez trouver plein de vidéos, plein de screencasts. Un site, moi, que j'utilise beaucoup dans l'écosystème Symfony, c'est un site qui s'appelle symphonycast.com. C'est sur abonnement, c'est des tutos autour de l'écosystème PHP Symfony. Et il y a des screencasts sur l'écriture de tests. Il me semble qu'il y a un screencast qui est très orienté purement PHP Unit et qui couvre un peu tous ces sujets-là, sans forcément être dans le cadre d'un contexte framework comme Symfony. Mais c'est un projet qui est tellement... le sujet des tests unitaires, c'est tellement large que vous avez la documentation vraiment un peu partout. Et le plus simple, c'est de regarder même sur YouTube, d'aller voir des screencasts. Ok. Bon, au moins, il y a de la ressource. Ouais, c'est... Ouais. La ressource, il y en a vraiment en pléthore. Peut-être qu'on a des dernières questions et puis on va finir tranquillement. Je vois la question sur les bases de données relationnelles et non relationnelles. Oui, c'est ça. Ça, c'est marrant, c'est que j'ai eu sur un projet où j'avais du relationnel et du non relationnel. Typiquement, c'est là encore sur le projet de réservation d'hôtel. C'est marrant parce qu'on avait, quand je suis arrivé, il y avait donc une base MySQL et il y avait à côté une base MongoDB qui était en place. Et en fait, l'idée, c'était pour éviter de faire des requêtes sur la base de données, ce qui avait été implémenté, c'est que, en gros, toutes les disponibilités de chambres étaient sérialisées en temps réel dans un MongoDB, de sorte à ce que le système de recherche interroge MongoDB plutôt que MySQL pour vérifier la disponibilité d'une chambre. Par exemple, si vous cherchez une chambre disponible à Paris tel jour, eh bien, ça interrogeait un MongoDB plutôt que MySQL. Au final, on s'est rendu compte que nous, c'était beaucoup de problèmes. Ça rajoutait plus de problèmes d'avoir deux systèmes, d'avoir d'un côté une base relationnelle et une copie à plat dans MongoDB. Parce qu'il fallait gérer, il fallait gérer la sérialisation. Dès qu'on changeait une chose dans le modèle MySQL, il fallait également reporter le changement pour que ce soit disponible dans le MongoDB. Ça impliquait de faire la maintenance également du MongoDB. Donc au final, c'est tellement problématique, on est arrivé au point qu'on a supprimé finalement le MongoDB. Et l'idée, c'est simplement d'optimiser les requêtes sur la base pour essayer d'exploiter un peu mieux MySQL. Et ça marche très bien, les bases de données relationnelles marchent très bien. Postgres, c'est très performant. J'ai pas de dire est-ce qu'il faut mieux du NoSQL, du non relationnel ou du relationnel. Ça, je pense que c'est un peu une question de préférence, mais aujourd'hui, les bases de données relationnelles sont très performantes et de toute façon, on les sous-exploite quand on est sur un projet web. Moi-même, je ne suis pas développeur SQL, je ne suis pas très expérimenté en SQL comme un administrateur de base de données. Donc, clairement, faire du fine-tuning de requêtes et d'un outil de base de données, c'est pas mon métier, mais en réalité, si on le fait correctement, les bases de données sont ultra performantes. Donc, je pense que le NoSQL, il répond vraiment à des besoins très particuliers, notamment sur de la recherche. On veut mettre à plat des gros documents
Quand vous avez des modèles de données qui sont très éclatés et vous souhaitez les renormaliser pour les mettre à plat, oui, ça peut avoir du sens, mais ça implique d'avoir aussi une complexité différente donc, dans votre projet. Mais j'avais vu sur un autre projet client où ils avaient une grosse base de données, donc MySQL, qui était alimentée par du SAP. Et en fait, on avait des requêtes tellement complexes de recherche qu'on avait mis en place un Elasticsearch. Là, par contre, ça se justifiait parce que c'était un outil pas vraiment un site e-commerce, mais ça ressemblait un peu à un outil type e-commerce où en gros, vous avez un produit et en fait, votre produit, il peut avoir des centaines, voire des milliers de variantes. Et donc, quand vous recherchez, tiens, vous dites, je cherche un t-shirt, tel modèle de t-shirt, mais de couleur verte, pour hommes, pour femmes, etc. Le modèle était tellement complexe, le modèle SQL relationnel était tellement étendu que faire des requêtes SQL, c'était trop coûteux. Donc, on répliquait, on mettait à plat dans un Elasticsearch les données qui étaient vraiment utiles pour faire des recherches et optimiser le moteur de recherche via le Elasticsearch. Mais on s'en servait vraiment que pour faire de la recherche via Elasticsearch. Par contre, ça avait comme autre complexité, c'est que récupérer toutes les données SQL et puis les sérialiser, le coût de sérialisation était assez coûteux, donc il fallait faire ça dans des tâches asynchrones et puis de le faire très régulièrement pour qu'on ait un Elasticsearch qui soit toujours relativement à jour par rapport aux données du MySQL qui était la base, qui était la source de vérité de l'application.